Qui aujourd'hui ne voit pas son fil d'actualité se déchirer sur la question antiraciste? Nous en entendons tous parler, et pour de bonnes raisons. Que ce soit dans nos soirées entre amis ou au repas de famille, impossible de couper aux sempiternelles prises de tête. Mais si vous êtes nombreux à vous positionner sur le sujet, rares sont ceux qui, parmi vous, sont capables de retracer les origines de l'antiracisme. Vous êtes 70% à regarder régulièrement nos vidéos sans vous abonner. Alors si elles vous plaisent, je vous encourage fortement à le faire et à nous mettre un petit pouce bleu. Nous sommes en 1981. François Mitterrand vient de remporter l'élection présidentielle face à Valéry Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Depuis 7 ans, la France fait face à une crise économique causée par le premier choc pétrolier. Cette crise a pour conséquence une forte hausse du chômage et de l'inflation. La France compte en 1981 1 895 000 demandeurs d'emploi et une inflation moyenne annuelle de 13,4%. En gros, les prix augmentent de 13,4% chaque année pour un panier donné. Cette crise, le candidat Mitterrand avait promis d'en venir à bout en menant une politique de relance. L'idée est simple. Pour relancer la croissance, l'État investit dans l'économie en augmentant le niveau des prestations sociales et les salaires minimums. Ainsi, les ménages voient leur pouvoir d'achat augmenter et peuvent, en théorie, consommer davantage. Plus de consommation égale plus de revenus pour les entreprises françaises, égale hausse de la production intérieure, égale embauche, égale, en théorie encore une fois, baisse du chômage. Si cette formule fonctionne tout à fait dans une économie fermée où seuls les investissements domestiques sont possibles, elle se révèle bien plus bancale dans une économie globalisée. Les prix ayant considérablement augmenté en France, les ménages ont en effet investi dans des biens d'importation manufacturés à l'étranger. La politique de relance a donc essentiellement profité aux entreprises étrangères. Pour contrebalancer le déficit de la balance commerciale et gagner en compétitivité à l'étranger, notamment face à l'économie allemande, le gouvernement mène, en 1981, 1982 et 1983, 3 dévaluations successives du franc. Le problème de cette dévaluation est qu'elle participe de l'inflation puisqu'une grande partie de notre économie est adossée aux importations. Pour compenser l'inflation, l'État met donc en place une politique d'austérité en 1983. C'est le tournant de la rigueur. On comprend ici que la gauche mitterrandienne échoue sur le plan économique et social. Amer constat pour celui qui avait fondé une grande partie de sa campagne sur des promesses économiques et sociales. Cet échec est pour la droite une opportunité. La gauche vient de démontrer que seule une politique raisonnable de rigueur peut venir à bout de la crise. Et Mitterrand est talonné par un concurrent bien plus dangereux, Georges Marchais, chef du Parti communiste. Mitterrand est en effet parvenu à capter 70% de l'électorat ouvrier. Un électorat déçu qui pourrait bien tourner définitivement le dos au Parti socialiste. La priorité pour Mitterrand est donc de sécuriser son aile gauche et d'affaiblir l'opposition. Et les circonstances vont lui en donner l'occasion. Lors de l'été 1983, de violents affrontements entre des jeunes de banlieue et des policiers émaille le quotidien des habitants des Minguettes, une banlieue lyonnaise. Cette année est entre autres marquée par 5 crimes racistes, dont le meurtre d'un petit garçon de 10 ans, Toufik Ouanès. Dernier élément de contexte enfin, la percée du Front National à l'occasion des élections municipales et européennes. C'est dans cette ambiance tendue qu'un prêtre, le père Christian Delorme et un pasteur Jean Costil, proposent aux jeunes immigrés des Minguettes une longue marche pour l'égalité et contre le racisme. Elle débute le 15 octobre 1983 à Marseille et s'achève 45 jours et 1500 km plus tard, le 3 septembre 1983, à Paris. Constituée d'à peine une dizaine de personnes à son lancement, la marche en réunit à son terme plus de 100 000. Toute la presse fait sa une sur l'arrivée triomphale du cortège dans les rues de la capitale. Le journal Libération, qui rebaptise le cortège Marche des Beurs, titrera même « Paris en beurre ». Ce premier mouvement populaire n'eut malheureusement pas la transformation politique escomptée, l'un des initiateurs du projet ayant été reconnu coupable du braquage d'un supermarché en 1982. Décapité, le mouvement se dispersera dans une myriade de collectifs concurrents. Une seconde marche, organisée en 1984, pérennisera cependant l'image politique du beurre dans l'inconscient collectif. Mais là encore, le mouvement peine à se constituer en une force politique crédible. Au même moment, des militants du Parti socialiste, dont Julien Drey, Harlem Désir, mais également des sympathisants comme Bernard-Henri Lévy, créent l'association SOS Racisme. Mais quel rapport avec François Mitterrand ? Eh bien, selon certains, il serait à l'origine de la création de SOS Racisme. Cette théorie est appuyée entre autres par Serge Malik, membre fondateur du mouvement, dans son livre L'histoire secrète de SOS Racisme, paru en 1990. Ouais. Alors tu dis les slogans, les parrains, les sponsors, tout était livré clé en main. Ouais, ça c'est... Ou par Jacques Attali, alors conseiller de l'exécutif, dans son livre Verbatim, publié en 1993. Ce que nous faisons ici pourrait s'apparenter à un procès d'intention. Mais quand on connaît la suite des événements et l'amour de Mitterrand pour Machiavel, il est difficile d'accréditer une série de coïncidences. Dans le même temps, en effet, on assiste à une véritable cabale médiatique contre le français moyen. Le travailleur français devient un ringard, un dinosaure moqué par la gauche socialiste et ses partisans, comme le dessinateur Cabu. Il popularise la figure du beauf, l'ouvrier français chauvin, raciste,
électeur du Parti communiste ou du Front National. Le chanteur Renaud reprendra d'ailleurs cette image dans sa chanson Mon Beauf en 1981. Il lui a fait 4 gosses pour toucher les allocs. Cet acharnement ne date pas d'hier, puisque dès 1975, le film Dupont-la-Joie avait popularisé l'image du français raciste, pervers et frustré. Au fond, que révèle cet acharnement médiatique contre le français moyen ? Il est symptomatique d'une part du virage politique emprunté par la gauche, qui s'attache désormais à défendre un nouveau prolétariat, et d'autre part d'un changement de paradigme culturel. Depuis mai 68, en effet, la société française connaît une soudaine américanisation des consciences. Dans un entretien croisé avec Pascal Bruckner pour le magazine L'Express, Denis Tillinac explique « Oui, il y eut conjointement une double américanisation des esprits. Le défi américain de Jean-Jacques Sevran-Schreiber prenait le modèle économique libéral et high-tech yankee, tandis que le Libération de Serge July véhiculait la contre-culture des campus, des hippies de San Francisco, des émules de Warhol, des dérives violentes du rock des pionniers, etc. Par définition, le gaucho, récusant toute valeur verticale et toute aspiration spirituelle, ne pouvait devenir qu'un bobo consumériste. Il l'était et reste foncièrement matérialiste. Son apologie du degré zéro et de la table rase aura ouvert au grand capital les portes des imaginaires. La société du spectacle, critiquée pertinemment par Debord, s'y est engouffrée et nous le payons cher en monnaie d'acculturation. Ce nouveau logiciel culturel rejetant toute hérédité et toute notion de devoir, il facilite l'enracinement d'un nouveau dogme, le droit à la différence. SOS Racisme célèbre dans ses campagnes d'affichage les origines ethniques du contingent immigré et commence à infuser dans la société les thèses de l'école américaine, plus particulièrement celles de philosophes comme Charles Taylor, qui explique dans son ouvrage « Aux origines de moi » que la non-reconnaissance d'un individu est une forme d'oppression. C'est un manque de respect pouvant infliger une cruelle blessure. La reconnaissance n'est pas seulement une politesse qu'on fait aux gens, c'est un besoin vital. On passe ici d'un modèle assimilationniste où le bien commun prime sur l'individu à un modèle d'intégration dans lequel les conventions juridiques permettre le bien vivre ensemble d'une multitude d'individualités. À ce logiciel individualiste s'agrège une mythologie empruntée aux États-Unis d'Amérique. Les cités seraient des ghettos, le fruit d'une politique d'apartheid. Toujours d'après l'association, cet abandon serait la principale cause des violences qui secouent les banlieues. Alors on peut déjà émettre des doutes quant à ces éléments de langage si l'on s'en tient à la définition stricto sensu du ghetto, à savoir un territoire abandonné par les pouvoirs publics dans lequel une population est parquée de force. Mais si on commence à s'intéresser aux faits, le discours de SOS Racisme ne tient plus. Depuis les années 70, en effet, l'État a investi dans plus d'une dizaine de plans banlieue pour un coût total de 100 milliards d'euros, selon le journal en ligne Mediapart. Pour l'association, ce mythe a un double avantage. Il discrédite les responsables politiques qui auraient laissé fleurir ces ghettos sans réagir, ce qui, dans le même temps, permet à l'association, et donc au Parti Socialiste, de dicter aux autres partis la marche à suivre. Lors des congrès de SOS Racisme, des patrons de presse, d'entreprises et responsables politiques sont invités et conviés à des tables rondes sur la thématique du racisme et de l'exclusion sociale. Progressivement, le mythe du ghetto infuse l'élite culturelle française et finit par ruisseler dans la société, à tel point que même Jacques Chirac l'intégrera à ses discours. D'abord lors de la campagne présidentielle de 2002, la ségrégation géographique, qui transforme certains quartiers en ghettos et qui défigure notre République, n'a que trop duré. Et plus tard, en 2003, une fois président, comment demander à leurs habitants des quartiers de se reconnaître dans la nation et dans ses valeurs quand ils vivent dans des ghettos à l'urbanisme inhumain où le non-droit et la loi du plus fort prétendent s'imposer. Pour Chirac, ce mythe est particulièrement confortable puisqu'il lui permet d'éluder la question migratoire. Il laisse la lutte contre l'immigration à l'extrême droite et se réfugie dans des considérations budgétaires, ce qui contribue à diviser davantage l'électorat de droite. Mitterrand dame ainsi le pion au parti communiste de Georges Marchais, farouchement opposé à l'immigration, donc raciste et nauséabond, et entérine son arrêt de mort. Pour le président, c'est une manière de sécuriser son flanc gauche, vulnérable depuis ses échecs sur le volet économique et social, en décentrant le débat du social au sociétal. Un recadrage d'autant mieux accueilli qu'il correspond aux attentes de la génération mai 68, biberonnée au discours libéraux-libertaire de la gauche étudiante, qui peut renouer avec la tradition révolutionnaire trotskiste. Pour l'exécutif, une menace demeure toutefois, l'opposition. L'origine de la marche pour l'égalité et contre le racisme, ce sont plusieurs crimes racistes, mais également des bavures policières. Une partie de la population appelle à l'aide, d'où l'implorant SOS Racisme. Très vite toutefois, la tonalité de l'association change puisque dès 1985, le collectif lancera le slogan « Touche pas à mon pote ». On passe de la supplique au réquisitoire en désignant un ennemi, une menace. Et cette menace, elle est toute trouvée. C'est le parti de Jean-Marie Le Pen. Créé en 1970 sur les cendres d'Ordre Nouveau, il connaît depuis le début des années 80 un succès inédit. La couverture médiatique en revanche n'est pas à la hauteur du plébiscite. Jean-Marie Le Pen remet donc courant 1982, avant la marche des beurs, une lettre au président Mitterrand. Il y dénonce le manque de visibilité du Front National à la télévision. Il y déplore en particulier l'absence de couverture audiovisuelle du dernier congrès du Front National.
Contre toute attente, François Mitterrand lui répond par une lettre écrite dans laquelle il juge regrettable que le congrès d'un parti soit ignoré par radio-télévision. Une réaction qui n'est en réalité rien de surprenant quand on connaît les intentions du président. Ce dernier demande dans la foulée à son ministre de la Communication, Georges Filiou, d'appeler l'attention des responsables des sociétés radio-télévision sur ce manquement. Une semaine plus tard, toujours en 1982 donc, Jean-Marie Le Pen intervient en direct au journal de 20h sur TF1. Il obtiendra dès lors un accès croissant à l'espace médiatique, notamment le 13 février 1984, avec sa participation à l'émission L'heure de vérité. Bonsoir. Son parti bénéficiera largement de cette exposition médiatique, que ce soit sur le plan militant avec une multiplication par 100 du nombre d'adhérents quotidiens, ou sur le plan électoral avec les élections européennes de juin 1984, lors desquelles le parti collecte 10,95% des suffrages exprimés. Non content de donner au Front National une exposition médiatique somme toute légitime, François Mitterrand a décidé, en 1986, d'instaurer la proportionnelle. Notez toutefois que cette mesure n'est pas purement circonstancielle, puisqu'elle figurait déjà au programme du candidat socialiste en 1981. Grâce au mode de scrutin proportionnel, le parti de Jean-Marie Le Pen remporte, aux élections législatives de 1986, 35 sièges, et ce faisant, il entre à l'Assemblée nationale. Le bilan politique de cette manœuvre reste mitigé puisque sur le court terme, elle aboutira à une cohabitation entre l'exécutif socialiste et le Premier ministre Jacques Chirac. Nous voilà en 1986, le Parti communiste et son électorat sont en perte de vitesse, et la droite traditionnelle se voit maintenant concurrencée par le Front National. Politiquement, c'est une victoire totale pour Mitterrand, qui a réussi à protéger sa mandature des conséquences de ses échecs. La droite institutionnelle donne des gages à l'appareil culturel en se départissant à tout prix du Front National, et ce faisant, elle lui cède une partie de son électorat. Mieux encore, Mitterrand réussit à faire avaler à l'électorat socialiste la pilule de la rigueur budgétaire en décentrant l'enjeu idéologique du social au sociétal. Enfin, la proportionnelle de 1986 révélera toute son utilité 2 ans plus tard, car elle divisera suffisamment l'électorat de droite pour permettre la réélection du candidat sortant. Ainsi, Mitterrand créa l'antiracisme contemporain, une stratégie payante puisqu'elle lui permit de se maintenir 14 ans au pouvoir en appliquant une politique budgétaire de droite. 30 ans plus tard, si l'on peut s'empêcher de saluer le coup de génie politique d'une telle manœuvre, on peut toutefois s'interroger sur ses conséquences. Les déboulonneurs qui agitent l'actualité ne seraient-ils pas les enfants maudits des années Mitterrand? On vous laisse de donner votre avis en commentaire. Encore une fois, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Rendez-vous dans le prochain débriefage.